Raphaël Manca, bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Ouais. Bonjour Julien, je te remercie. Ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on se connaît depuis quelques années. On avait échangé un tout petit peu, mais pas assez à mon goût. Donc je voulais t'inviter. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? Voilà, écoute, Raphaël Manca, je baigne dans le testing depuis une dizaine d'années, mais dans le sport depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai été professeur de PS et ensuite j'ai basculé rapidement dans le secteur du handicap. J'ai été aussi préparateur physique pour tous les sportifs, du sportif blessé jusqu'au sportif de haut niveau, dans différents sports. J'ai intégré le technosport en 2014 jusqu'à 2017, où j'ai pu m'exercer sur tous les outils de mesure. Et puis après, j'ai monté ma société, un centre d'expertise de la performance sur Marseille, avec une clinique du sport. Donc ça m'a permis de travailler dans le milieu médical, notamment avec des chirurgiens orthopédiques. Voilà. Et là, ça m'a permis du coup de développer une expertise en isocinétisme, auprès de chirurgiens pour des problématiques essentiellement liées au retour au sport suite à ligamentoplastie du genou, mais après sur des problématiques de cheville et autres. Et j'ai pu aussi travailler parallèlement à l'isocinétisme sur le développement des tests fonctionnels. Voilà. Je suis rentré à HumanFab en 2019, donc ça va faire 4 ans. Et j'ai retrouvé un peu tous les outils de mesure et j'y fais de la 3D, de l'analyse 3D, des tests d'effort, des tests fonctionnels, des tests cognitifs. On essaie d'étendre la palette pour essayer de faire une cartographie assez globale et puis parfois plus spécifique que du sportif. Génial. HumanFab, est-ce que tu peux présenter rapidement ce que c'est ? Alors, HumanFab, c'est un centre d'ingénierie humaine qui a pour mission d'accompagner les sportifs, les industriels dans leurs projets de performance, de santé et de bien-être. Donc c'est une structure qui a été fondée par Jean-Bernard Fabre en 2008. On est dans notre bâtiment ici, on va dire qu'il a pris une certaine maturité depuis 2014, et on a un nouveau projet qui a démarré, comme on a pu le voir, avec la création d'un nouveau bâtiment de plus de 2000 m² et qui sera prêt pour l'année prochaine. Avec terrain de tennis connecté, une salle de prépa physique vraiment assez intéressante, assez importante, chambre climatique et autres. Voilà, mais la force du HumanFab, c'est surtout les gens qui y sont. Donc ça regroupe, on va dire, une équipe pluridisciplinaire, à la fois de médecins, ostéopathes, kinés, préparateurs physiques, scientifiques, qui essaient de travailler pour la science et pour le terrain au service du sport. Voilà. Ouais, tu me parlais de cellules aussi de performance, c'est ça que vous mettez en place pour certains athlètes ? Oui, c'est vrai que c'est né de demandes en fait, de demandes de certains athlètes pour affiner et perfectionner leur encadrement et leur accompagnement sportif. Donc nous on peut accompagner et proposer cellules de performance qui intègrent toute la dimension de l'accompagnement, à la fois de l'évaluation du sportif jusqu'à sa préparation pour l'accompagner vers l'optimisation ou la prévention, pour l'optimisation des performances. Ok, on va attaquer le vif du sujet, ouais. Si j'arrive à le dire. À quoi ça sert de tester un athlète ? Alors c'est une grande question, comme on a discuté un peu en off. Le testing, ça peut être tout et n'importe quoi si c'est pas pris de la bonne manière. Déjà, à quoi ça sert ? Déjà, c'est pour apporter des informations au staff, donc aux entraîneurs principalement. Donc il faut que ce soit des informations qui soient, qui aient directement un impact sur le terrain. Donc, et c'est là la grande difficulté. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit permettre de bonifier et de permettre aux sportifs de s'accomplir dans sa discipline. Donc logiquement, partant de là, on peut se dire d'une certaine manière, il n'y aurait pas mieux que d'évaluer un sportif en conditions de pratique directement, en conditions écologiques. Mais on est contraint c'est pas qu'on est contraint, mais si on veut bien faire les choses, à un moment donné, il faut isoler les indicateurs. Et du coup, on propose aussi des évaluations en laboratoire qui sont hyper décontextualisées, mais il faut quand même l'avoir en tête. Mais derrière, on peut s'appuyer aussi sur ces évaluations de laboratoire pour apporter des éléments intéressants pour l'entraîneur. Voilà. Ok. Est-ce que
un test en laboratoire peut être utilisé finalement directement sur le terrain? Ou est-ce que ça demande justement une sorte de passage ou de réflexion entre le scientifique, entre guillemets, qui va faire les tests et l'entraîneur? Ou est-ce qu'en donnant directement les graphiques ou les stats, etc. obtenus, l'entraîneur peut les utiliser? Oui, c'est vrai qu'on est confronté, parfois à l'incompréhension des entraîneurs quand les données sont trop complexes et pas assez terrain. Donc oui, en effet, je pense que la qualité on va dire, alors est-ce qu'on peut parler de sport scientiste? Je pense qu'aujourd'hui, un testeur spécialisé, il est plutôt dans ce statut-là. Donc la qualité d'un sport scientiste, pour moi, ça va être justement de faire le transfert de ces données hyper techniques, hyper graphiques, avec de la data, et lui apporter de la valeur avec une retranscription de terrain, avec des exercices. Voilà. Okay. Je pense qu'on passe à côté si on n'arrive pas à ça et qu'on reste juste sur du conseil ou de la préconisation globale. Il faut pouvoir arriver à dire, à partir de ton test de VO2 max, il faut que tu travailles le développement de tes seuils, mais de quelle manière aussi les travailler, parce que pas tous les entraîneurs forcément ont intégré aussi ces données-là. Donc il faut aussi accompagner les entraîneurs. Je pense que c'est aussi un des objets du testing et j'allais dire une des missions du métier. Voilà, pouvoir aussi accompagner les entraîneurs dans la lecture de ce qu'on peut leur proposer. Mais en même temps, il faut qu'on soit capable aussi de construire les batteries de tests en lien avec les entraîneurs eux-mêmes. Voilà, il faut partir du terrain. Il n'y a pas d'autre, pour moi, d'autre. Et justement, quand tu as un sportif ou un entraîneur qui vient te voir pour faire passer des batteries de tests, comment est-ce que tu choisis les tests que tu mets en place par rapport aux sportifs, par rapport à leur niveau? Alors, ça se fait essentiellement, donc c'est une approche totalement métier prépa, métier prépa physique. D'abord, on part des spécificités, prise de connaissance de l'activité, quand c'est un sport qu'on ne connaît pas forcément. Quand on le connaît, tant mieux, mais identification des spécificités, des enjeux fondamentaux, une démarche un peu comme ça, didactique, on va dire. Et puis après, c'est la discussion avec l'entraîneur, avec le commanditaire, et on va essayer d'avancer ensemble pour construire une batterie qui sera compréhensible, apporter aussi des éléments peut-être auxquels il n'avait pas pensé. Mais ça doit être une batterie de tests qui soit au service de l'entraîneur en second plan, mais surtout du sportif au premier plan. Donc il y a beaucoup, ça c'est, je pense qu'on a fait ces écueils-là aussi, beaucoup de papiers, beaucoup de sessions de testing qui ont finalement servi à rien, et ça on le retrouve dans nos quotidiens, et on essaie absolument d'éviter ça. On est toujours en amélioration continue et on essaie toujours d'avoir ça en tête. Essayer de faire, pour faire bien, il faut que ça soit compris, que ça soit utilisé. Voilà. Ouais, et en off, on discutait un petit peu de la fréquence du testing. Oui. Tu me disais que des fois, il y avait des clubs qui payaient le test en début de saison, mais qui n'avaient pas les moyens de repayer ou de retester les athlètes plus tard. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est utile, ou est-ce qu'il faut peut-être faire moins de tests pour les reproduire? Comment est-ce que... Ouais, c'est vrai que c'est une grande question. Donc c'est vrai que c'est la question ça soulève à la fois la question on disait il y a la compétence, il y a la manière dont on aborde le testing au fil d'une saison, puis après il y a les budgets et les moyens des clubs. Donc c'est hyper contexte dépendant de tout cet agrégat d'éléments, et donc en fait c'est un compromis à chaque fois. Voilà, donc parfois le club nous dit on peut faire qu'une batterie de tests dans la saison, donc on pose on va dire un état au départ en pré-saison, et puis après nous ce qu'on propose derrière, c'est peut-être éventuellement des suivis pour essayer de les voir tous les mois, mais sur des petits tests. Je pense à de la pesée, du bilan de composition corporelle. Ça peut être éventuellement l'état de forme sur la base du hand grip, ça peut être de la VFC. Voilà, donc, mais en fonction des budgets, parfois ça peut être complet ou très très peu. Donc on va adapter par rapport aussi aux outils qu'on emploie. Voilà, donc là, on va pas proposer par exemple de l'analyse 3D forcément à tout le monde. En général, les grands clubs n'en prennent pas. Après, pour d'autres questions aussi d'utilité évidemment, mais ils font appel à nous sur de la 3D. Je prends cet exemple sur de la problématique spécifique, de la traumato.
Voilà, après, il y a des besoins particuliers. Voilà, donc, les batteries standardisées en début de saison, donc en pré-saison, et puis après à mi-saison. En général, c'est ce qu'on retrouve. Mais parfois, c'est sur des batteries ponctuelles, enfin des besoins ponctuels plutôt voilà, et spécifiques. Voilà. Ok, trop bien. Et toi qui bosses en labo, mais qui a aussi beaucoup bossé sur le terrain, est-ce que tu vois des différences entre les tests de labo et ce que tu peux obtenir sur des tests de terrain, par exemple un type 3015 IFT ou Luc Léger? Est-ce que cette VO2 ou cette VMA obtenue, est-ce que tu retrouves plus ou moins les mêmes chiffres en labo ou il y a vraiment deux mondes entre les deux? Non, ça se regroupe. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que si on devait passer au labo à chaque fois pour évaluer, on va dire, on va parler vraiment d'un niveau dans un registre, on n'aurait pas beaucoup de médailles ou pas beaucoup de champions. Mais non, on retrouve quand même certains éléments. Après, c'est vrai que quand on passe en labo, on a plus d'infos. Je prends l'exemple sur un test d'effort, un test VO2, la notion de seuil. C'est vrai que voilà, quand on a les seuils, c'est beaucoup plus utile, mais à condition qu'on sache construire des sessions d'entraînement à partir de ces seuils-là, ou qu'on sache identifier leur intérêt, quoi. Voilà. Okay. Si je prends un triathlète qui fait de la longue distance, le seuil 1 est hyper important. C'est vrai qu'on peut l'identifier au labo, pas forcément sur le terrain. Après, il y a des outils qui permettent un peu d'avoir une espèce de mesure intermédiaire. On retrouve de plus en plus d'entraîneurs qui utilisent le lactate, Lactascout, pas cité, mais voilà. Donc on peut quand même s'arranger. Et j'avais dans le cadre d'une formation à la faculté des sciences du sport de Marseille avec un collègue, on s'était amusé justement moi je proposais des évaluations, donc c'était dans le cadre d'une formation pour les préparateurs physiques, donc je proposais des évaluations monitorées, et l'après-midi c'était les mêmes types de tests mais non monitorés, en fait, qui correspondent davantage à la réalité du préparateur physique. Et finalement, on est arrivé à retomber sur nos pattes. Voilà, il y avait moins d'indicateurs, moins d'éléments, c'était moins poussé, mais au final, ça permettait aussi de construire et de faire une planification qui tienne la route, quoi. Ouais, et plus facilement reproductible peut-être sur le terrain. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'un bon test ? Un bon test, tu l'as dit, c'est un test, je pense, qui est reproductible, qui est le moins possible technico ou manipulo dépendant. C'est un test sur lequel on essaie de se remettre en question toutes les X sessions, parce qu'on se rend compte que dans la pratique, on voit passer beaucoup de monde. On peut faire jusqu'à 300 tests sur une même batterie, on va dire, sur l'année, et on s'aperçoit qu'on peut avoir des dérives aussi en termes de pratique. Donc il faut remettre à jour un peu nos pratiques régulièrement. Un bon test, la grande question que je me suis posée, c'est, aujourd'hui on le sait, il faut qu'il soit validé scientifiquement, mais en même temps, il y a de très bons tests qui ne le sont pas. Okay. Et parfois les tests émergent du terrain et après sont récupérés et sont validés scientifiquement. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne, heureusement dans ce sens-là. La science valide plutôt des batteries. Une fois que les tests sont posés, ça naît quand même souvent du terrain. Pour moi, c'est hyper important, cette notion de rapport à l'athlète, rapport au terrain, rapport aux sources. Mais un bon test, donc reproductible, une validité scientifique. Essentiellement. Après, c'est un test qui doit être utile surtout, quoi. Ouais. Voilà. Et utilisé, compris par l'entraîneur, donc il y a un certain niveau de vulgarisation aussi. Pour moi, le plus bel exemple, c'est la 3D, mais ça peut être aussi l'isocinétisme. Je forme des professionnels de santé, par exemple, sur l'isocinétisme, et je me rends compte, notamment des chirurgiens, en fait, qu'ils ne savent pas forcément à quoi ça sert, ne savent pas forcément lire le truc, et pourtant, c'est des choses qu'ils prescrivent. Des kinésithérapeutes qui ne savent pas forcément lire les bilans. Donc il y a quand même un gros travail de pédagogie et de compréhension des tests pour après pouvoir les retranscrire sur de l'exercice terrain, quoi. Ouais. Pour rebondir sur l'isocinétisme, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on pense souvent à l'isocinétisme comme test pour le croisé, pour une ligamentoplastie ou avant.
Mais en fait, ça peut être un système d'entraînement aussi. Est-ce que tu peux nous décrire comment entraîner quelqu'un avec l'isocinétisme? Bien sûr, alors pour le fait, en fait, ça a été très très connoté. Enfin, c'est un outil aujourd'hui qui fait partie du paysage médical. Et parfois dans les clubs, on retrouve des machines isocinétiques qui sont plutôt dans l'espace santé. Et certains préparateurs physiques se les approprient et l'utilisent, mais enfin, ça reste encore très très anecdotique, quoi. Voilà. Parce que c'est la faute ou grâce à la haute autorité de santé qui a intégré, on va dire, l'isocinétisme dans le système de codification sécurité sociale. Du coup, dans le cas du croisé, c'est un acte qui est remboursé. Mais je pense que on a tout intérêt en tant que préparateur physique à connaître l'outil. En tout cas, dans une première étape, c'est savoir dire des rapports et pouvoir retranscrire des rapports en exercice terrain, en séance de prépa. Deuxième étape, c'est être capable de faire des tests. Et troisième, c'est être capable exactement d'entraîner. Voilà. Je sais que moi, c'était quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas à Human Fab, c'est de démocratiser l'entraînement isocinétique au sein des collègues préparateurs physiques. Mais je m'aperçois que c'est pas simple. C'est déjà même pas chose aisée, déjà même avec les professionnels en kinésithérapie. Pour plein de raisons. La première, c'est une raison économique. Donc, c'est un outil qui est hyper intéressant, mais qui est hyper chronophage. Donc il faut arriver à... Je pense qu'on peut en tirer le meilleur parti à partir du moment où on arrive à s'exercer, à développer des routines efficaces. Voilà, donc préparer la machine avant, voilà, choses comme ça, ou proposer à plusieurs patients sur une même matinée, consacrer une matinée à ça, quoi. Voilà. Ouais. Et, voilà. Mais en ce qui concerne pour la préparation physique, c'est hyper intéressant parce que c'est une des rares machines qui permet de quantifier le travail excentrique. Donc c'est génial. Pour ça, c'est génialissime. Et puis quantifier ne serait-ce que même des niveaux de force musculaire. Après, c'est très analytique, donc il ne faut pas faire que ça. Mais pour moi, idéalement, c'est d'intégrer sur une session de prépa physique, d'intégrer aussi un petit passage sur la machine ISO. Et puis après de passer sur du terrain ou de l'intégrer ou autre, peu importe. Mais ce travail peut être hyper riche. Alors c'est vrai qu'on l'a même pas décrit, mais c'est quoi l'isocinétisme? Alors l'isocinétisme, c'est une machine qui a été créée par la NASA, on va dire, dans les années 80. Le médical, donc aux États-Unis, le médical a senti qu'il y avait probablement un business à faire et se l'est approprié. Et franchement, c'est quelque chose de très bien. Donc dans les années 90, c'est arrivé en France à peu près dans ces années-là. Donc c'était un outil qui était au départ initialement fait pour faire bosser les astronautes dans l'espace, quoi, sans apesanteur. Donc c'est James Levin qui s'est dit comment faire. Aujourd'hui, les systèmes à l'époque et aujourd'hui encore, on a un système inertiel. Donc je soulève une charge, j'ai une force qui est constante et une vitesse qui est variable. Ben là, on va faire l'inverse. On va proposer une vitesse variable et une force constante. Donc c'est un outil qui s'auto-adapte à la force qu'on lui propose. Donc c'est la parfaite symbiose entre l'homme et la machine. Et du coup, ça permet d'avoir une vision sur le niveau de force à chaque moment angulaire. Voilà. Donc quand on propose un test de force max, on va avoir un niveau de force qui va être variable en fonction de l'angulation. Après, c'est simplement basé sur un système de levier, de bras de levier. Il y a une courbe comme ça qui le représente bien, qui s'appelle la courbe de Blix, qui montre qu'en fonction de l'angle, on développe un niveau de force différent. Voilà. Donc ça va mettre ça en évidence principalement, c'est les niveaux de force différents. Et du coup, ça va pouvoir faire émerger des variations de force et des spécificités de force sur des différents angles articulaires. Et ça permet de voir s'il y a des lacunes sur X ou Y muscle sur tel angle ou telle vitesse. Exactement, voilà. Donc en fonction des angles, exactement, on peut voir s'il y a des déficits ou pas. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on peut identifier des déficits qui ne sont pas forcément avérés ou conscientisés, quoi, suite à d'anciens vestiges de blessures. Et du coup, derrière, on peut mettre en place une espèce de reprogrammation motrice sur des zones un peu spécifiques.
Voilà, mais pour moi, l'analyse 3D, elle se fait à différents niveaux. Le premier, c'est par rapport à des données de référence. Donc ça va me permettre de dire, plus ou moins, voilà, par rapport aux contraintes exercées par ton activité, les niveaux de force que tu développes sont cohérents par rapport à, voilà, à ce que tu dois générer sur le terrain ou autre, ou pas cohérent, donc en dessous des normes attendues. Donc là, il faut bosser éventuellement les deux. Donc on a des personnes qui viennent, qui sont blessées sur un membre, et finalement ils sont déficitaires par rapport à leur sport pivot, sport pivot contact ou autre. Donc là, on va leur demander de travailler les deux groupes, enfin vraiment les deux côtés, quoi, de manière symétrique. Après, le deuxième niveau d'analyse, il est sur la comparaison entre droite et gauche. Ouais. Donc là, en général, un membre blessé et un membre sain. Mais on peut tomber sur des asymétries aussi par rapport aux spécificités de la pratique. Hein. Je prends le canoë-kayak, je prends le tennis. Voilà. Donc là, le but, ça ne va pas être de réduire les asymétries, évidemment, mais d'essayer déjà, le premier niveau d'analyse, de voir si le niveau de force développée correspond aux contraintes et aux attentes. Et puis le troisième focus, il va être fait sur le ratio, donc le bon équilibre entre un groupe musculaire agoniste et son antagoniste. Donc là, par exemple, si je prends typiquement sur le genou, je vois s'il y a le bon équilibre, le bon haubanage, on va dire, entre les extenseurs et les fléchisseurs des jambes. Et justement, on reste sur la jambe. Ouais. Quel est le bon coefficient à avoir? C'est alors, du en 1 fait, pour 1 alors là où c'est particulier, c'est qu'on imagine le mât d'un bateau avec des bouts qui tiennent le mât de part et d'autre, et on a des bouts qui ont des sections qui sont totalement différentes, pas de même épaisseur. Donc on ne peut pas avoir les mêmes tensions d'un côté et de l'autre. Donc en fonction des vitesses d'évaluation, donc on évalue à différentes vitesses. Pour le coup, les vitesses basses sont plutôt apparentées à de l'évaluation plutôt orientée force. Les vitesses élevées, pour les vitesses basses, on est sur 60 degrés seconde, à peu près, entre 30 et 60 degrés seconde. Donc là, c'est plutôt de la force excentrique et concentrique. Et après, sur les vitesses plus élevées, on est aux alentours des 240 degrés seconde, et puis la machine, ça peut monter jusqu'à 500 degrés seconde. Là, on est plutôt sur de la vitesse, quoi. Ouais. Donc, en fonction de ces différents niveaux de vitesse, on a des normes un peu qui sont différentes. On n'est jamais ou rarement sur du 1. Okay. Voilà, c'est-à-dire qu'on attend, en général, on est toujours plus fort sur les extenseurs, sur les fléchisseurs, que ce soit pour le rachis, que ce soit pour la jambe. Pour les rotateurs externes, on est un peu moins fort que sur les rotateurs internes au niveau de l'épaule. Voilà, c'est pareil pour les chevilles, toujours plus fort en flexion plantaire qu'en flexion dorsale. Voilà, il y a toujours des petites variations. Il y a peut-être juste sur le rachis où on peut se rapprocher des valeurs proches de 1. Quoi. Ok, ouais. Trop bien. Et justement, quand tu vois qu'il y a des déficits, que ce soit sur les extenseurs ou droite-gauche, enfin extenseurs fléchisseurs ou droite-gauche, à quel moment c'est entre guillemets pathologique, ou en tout cas à retravailler pour équilibrer? Ouais, donc on se base sur la biblioscientifique, hein, on a des valeurs seuil. On va dire il y a un consensus sur à peu près le 10% d'écart. Alors parfois certaines revues de littérature proposent plutôt du 15%. Donc on va dire on navigue entre 10 et 15. Alors ça va dépendre aussi du membre évalué. On sait qu'il n'y a pas énormément, il y a un peu de compensation, mais j'allais dire c'est là où il y en a le moins sur le genou. Quand on passe sur de l'épaule, certaines études montrent qu'il peut y avoir jusqu'à 10-15% de compensation. Du coup, on est sur des valeurs seuil, on les monte un petit peu aux alentours des 15%. Sur de la cheville, pareil, il y a du flottement dans la chaussure. On est obligé d'évaluer avec la chaussure, parce que le pied est en contact sur du métal, c'est assez inconfortable, donc on évalue avec la chaussure. Donc c'est pareil, en fonction du type de chaussure, on tes chaussées sportifs, il peut y avoir on va dire des biais, un peu de jeu. Donc là, on peut être aussi sur du... Voilà, il faut quand même garder en tête que même si c'est hyper analytique, même si on attache certaines zones, il peut y avoir des compensations. Donc voilà, pour nous à HumanFab, on est sur du 15%. Voilà. Okay. Creusier, qui est le ponte de l'isocinétisme, qui a vraiment édité beaucoup de papiers,
Lui, vraiment est à cheval sur le 10%, mais voilà, nous, entre 10 et 15%, on commence quand même à proposer, toujours pareil, en fonction du contexte de pratique du sportif, de son âge, ainsi de suite. On va proposer un travail déjà à partir entre 10 et 15% éventuellement de réajustement. Et par contre, on tire un signal d'alerte à partir de 15%. Voilà. Mais pour en revenir par rapport à ces valeurs seuil, vraiment, c'est hyper contexte dépendant. Il faut prendre un recul énorme là-dessus. Je pense, quand je prends un exemple type avec une population de tennisman, quand j'ai un tennisman pro qui vient, j'évalue et qui a une différence droite-gauche, donc ce niveau-là, je vais le mettre de côté. Ouais, je vais plutôt rester sur le premier niveau d'analyse, c'est-à-dire l'évaluation par rapport aux normes de référence que j'attends chez un joueur pro, et par rapport au ratio, le bon équilibre pour qu'il y ait une bonne stabilité, le maintien d'une bonne stabilité articulaire. Voilà, gage d'une saison, on va dire, sans blessure. Alors évidemment, je l'associe aussi à des tests fonctionnels, si tu veux, on en parlera après, mais voilà. Quand j'ai un jeune, on va dire entre 12 et 15 ans, donc en pleine croissance, là je vais plutôt avoir un regard sur de la symétrie. Voilà. Il y a des contraintes sur de l'épaule, du coup, qui viennent tirer sur de la colonne, il peut y avoir des déformations et autres. Donc on va quand même demander, donc je vais tenir compte de ce deuxième niveau d'analyse, où je vais dire, voilà, tu as un déficit qui est entre 10 et 15%, même s'il n'est pas au-delà de 15%. Il faut aussi que tu travailles sur ton côté non dominant, pour que tu puisses, on va dire, continuer ta pratique en bonne santé, c'est d'anticiper un peu sur l'avenir, quoi. Justement, c'est bien que tu l'abordes, parce que j'allais prendre l'exemple du tennis ou du judo ou des sports à latéralité forte. Ouais. Ces 10% de vécu, tu les vois même sans les tester sur l'ISO. Quand tu mets un mec sur du développé couché, alors je prends le judoka parce que je le connais bien, mais tu as un bras qui pousse et l'autre qui attend presque. Donc tu sais qu'il y a plus que 10%. Mais en même temps, ça fait partie de la contrainte et de l'adaptation à l'activité. Donc ça, est-ce que tu proposes une correction parce qu'il y a un potentiel risque de blessure, ou est-ce que ça amène pas forcément des blessures si c'est très dominant dans l'activité, cette latéralité? Alors si je te prends un test, alors on n'est plus sur du test fonctionnel, mais il y a certaines publications scientifiques qui montrent, par exemple, je te prends l'exemple, un test très banal de mobilité, le dorsiflexion lunge test. On vient mesurer un niveau on va dire, d'amplitude articulaire au niveau de la cheville sur la flexion dorsale. Il y a certaines publics qui montrent qu'une différence, alors on met le pied contre un mur, enfin on pose le pied au sol, on essaie d'amener le genou contre un mur, on voit le niveau d'angle, on mesure la distance du pied par rapport au mur, et on se rend compte que donc, certaines publics montrent que quand il y a un écart entre les deux pieds de plus de 2,5 cm, il y a 50% de chances de se faire une entorse. Voilà. Alors, faut prendre ça un peu avec distance, mais quand plusieurs. Voilà, mais quand même, on retombe sur certaines publics comme ça, on est obligé d'en tenir compte aussi. Alors, sans faire de la voyance ou autre, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un bien grand mot, prévenir le risque de blessure. Voilà. Mais en fait, on s'appuie sur ces publications pour essayer de mettre après, derrière, sur le terrain, des conseils et des précos qui vont aussi dans ce sens-là, quoi. Voilà. On sent des statistiques. Oui, c'est des stats. C'est au lieu d'avoir une chance sur 100 000 de te blesser, tu auras une chance sur 50 000. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu peux passer au travers toute ta vie, comme te casser la figure 3 fois par saison. Ouais, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu appelles des tests fonctionnels par rapport aux tests de labo? Alors, les tests fonctionnels, c'est des tests qui sont plus en lien avec l'activité, ou en tout cas avec la mobilité, des tests plus dynamiques. C'est sauter, lancer, ramper. Voilà, je reste un peu sur ce schéma-là. Donc on va avoir des tests de saut horizontaux, des tests de saut verticaux, ça peut être des tests de mobilité. Voilà. Grosso modo, à HumanFab, on l'organise en 3 groupes. On a des tests de proprioception, on évalue la proprio, la mobilité et la puissance, qui regroupent la force et la vitesse. Voilà, donc par exemple, quelqu'un qui sort de blessure, on va plutôt axer sur de la mobilité et de la proprio, et au fur et à mesure de l'accompagnement, on va peut-être mettre de côté un tout petit peu tout ce qui est proprio-mobilité et axer davantage sur l'évaluation de puissance. Quelqu'un qui est plus sur de la performance, il aura forcément toujours un peu de mobilité et de l'évaluation de proprio, mais ce sera essentiellement de la puissance. Donc concrètement, ça peut être de la stamilométrie chez un sportif santé, et de la mobilité articulaire, et très peu, et peut-être juste
un single, un saut un pied avec une stabilisation droite-gauche. On vient toujours mesurer des écarts droite-gauche, un niveau de performance par rapport à des données seuil, des valeurs seuil pour voir la distance. Voilà, ça peut s'arrêter là. Et par contre, pour du sportif un peu plus aguerri, ça va être du 5-10-20 sur sprint en ligne, du T-test, de l'Illinois ou autre, quoi. Est-ce que tu peux retrouver par rapport à des niveaux de tests fonctionnels, Ouais. si je t'amène un athlète, Ouais. tu le testes, et je te dis, voilà, il fait du volley. Donc tu vas le tester, j'imagine, sur des sauts, sur de la course, sur pas mal de choses. Ouais. Est-ce que tu es capable, par rapport à ces niveaux de test, est-ce que tu es capable de donner son niveau plus ou moins de jeu? Dans l'absolu, oui. Mhm. Mais il y a quand même, j'ai envie de te dire, quand même des exceptions. Je te prends un niveau, je prends l'exemple par exemple de l'évalueur. Ça permet aussi de remettre en cause la qualité du test, hein. Donc on est toujours là-dedans. Mais le temps de réaction, par exemple, avec des cellules, on travaille avec des WITI chez Microgrid, donc par exemple on fait temps de réaction. On travaille beaucoup avec des pilotes auto, donc c'est plutôt des gens qui sont aguerris à ces exercices, et avec par exemple des tennismen, tous des gens qui ont l'habitude, qui sont dans la réaction, dans la prise d'information, tout ça. Ben, on peut retomber avec des bons tennismen ou des bons pilotes sur des temps pas forcément intéressants, et les boxeurs aussi. Ouais. Mais parfois ça permet d'alerter aussi. Je prends l'exemple, j'ai un boxeur à 15 jours de son combat, il m'a fait des temps sur des temps de réaction, du coup, réflexes, très haut. Donc là, nous, on oriente après éventuellement vers des professionnels médicaux ou autres pour creuser un peu. D'accord. Voilà. Mais oui, ça arrive. Alors en général, c'est prédictif, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui saute haut sur du squat, du compteur mouvement jump, du drop jump, on sait qu'il a une bonne détente et qu'en volley, il va aller haut. Mais après, derrière, j'ai pas forcément les outils pour. Je propose pas une batterie de test, coordination, frappe volley. Voilà. Ça, je pense que c'est le futur de toute façon du milieu, quoi. C'est évaluer le sportif en conditions écologiques le plus possible. Alors ça mêle à la fois la recherche et le terrain. Il ne faut pas tomber dans l'usine à gaz. Aujourd'hui, on est capable de le faire. Par exemple, dans le tennis, évaluer un service. Je pense qu'on est vraiment à la naissance de ça. Depuis peut-être 5-6 ans, on est là-dedans, quoi, l'évaluation du mouvement, du geste, mais je pense qu'on est vraiment qu'au tout début. Ouais. Pour le voir à l'étranger un petit peu, tu as beaucoup de labos justement de 3D dans des équipements sportifs, au sein même des structures pro, hein. On n'est pas sur du niveau amateur, mais les joueurs se font pister par des caméras qui font en fait du tracking GPS, qui analysent les situations, c'est hallucinant. Je trouve qu'en France, on n'a pas beaucoup d'endroits qui le pratiquent. Non. Quasiment aucun d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Ça demande des infrastructures. Non, en fait, il faut pouvoir avoir de l'espace, avoir du gymnase propre à l'activité. Et puis, il faut avoir de la ressource et de la compétence. Parce que malgré tout, je vois, hein, plus on travaille avec des outils techniques, et plus c'est technique, plus c'est capricieux. Et donc, mais c'est vrai que et puis ça demande du coup des moyens financiers, quoi. Parce que c'est du temps, il faut développer des modèles, et pour que le modèle fonctionne, il faut pouvoir l'automatiser. Et nous, on est toujours dans cet enjeu-là, c'est-à-dire à partir du moment où je veux développer une batterie de test, aussi technique ou aussi simple soit-elle, idéalement, si elle est reproductible et que je peux la proposer entre guillemets en routine, déjà au niveau technique, et après avec juste une interprétation à faire. Je suis gagnant au niveau entre guillemets du business, du modèle économique. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu-là, malgré tout. On est des centres privés, et puis même aujourd'hui dans le public, hein, il y a cet enjeu économique. Donc quand je propose une batterie, ça va tenir compte aussi. On voudrait tester et proposer toute une palette de tests, mais je suis aussi obligé de tenir compte du temps que j'y passe, du coup que ça me prend, par rapport à ce que ça va, malheureusement, hein, par rapport à ce que ça va nous rapporter. Donc si par exemple je prends un sportif, alors un sport de combat, parce que j'aime bien prendre cet exemple-là, un sportif de combat, ça court pas, sauf si ça fuit, mais là c'est qu'il y a un problème. Ça nage pas, ça fait pas de vélo. Comment est-ce que j'évalue par exemple sa capacité aérobie, sa VO2 max ou... Alors c'est un sujet qui j'ai pas mal discuté
avec un entraîneur national là-dessus qui me disait que justement en judo, la VO2 n'était pas un facteur de performance, un facteur clé de performance. Mais on s'aperçoit que quand même les champions ont des bons niveaux de VO2, mais c'est pas systématique. Donc ça, c'est vrai que sur tu pointes du doigt un test vraiment entre guillemets controversé. En tout cas, chez les acteurs de la discipline. Je retrouve ça chez les pongistes. Je retrouve ça pendant le beach volley. On se rend compte qu'aujourd'hui, malgré tout, que quand on a une VO2, quand on a la caisse, qu'on a une VO2 élevée, eh ben, on utilise forcément un pourcentage de cette VO2 à niveau égal qu'un autre. Ben, c'est sûr que si on utilise 80% et que l'adversaire en face utilise 100%, ben forcément à la fin de la compète, on aura puisé beaucoup moins dans nos réserves. Voilà. Donc je pense qu'avoir une bonne VO2, de toute façon, c'est pour moi un des critères fondamentaux. Ouais. Et donc pour éviter ce problème-là, c'est une vraie question ouverte. Peut-être que tu as une réponse, mais est-ce qu'il ne faut pas, justement dès le plus jeune âge, même si c'est un mec qui fait du kayak ou un pongiste, comme tu disais, ou un judoka, n'importe quoi, leur apprendre à courir pour anticiper ces problématiques de testing plus tard. Oui, une sorte de... Tu parles en fait d'une éducation un peu athlétique finalement. Ouais. Parce que pour l'exemple, quand j'étais sur le pôle France en judo, tu avais des jeunes avec une VMA énorme, d'autres qui avaient une VMA pourrie, mais c'est pas parce qu'ils étaient moins bons en termes de cardio, c'est parce qu'ils savaient pas courir. Donc en fait, le problème qu'on a, c'est plus la technique de course, ou sur un 30-15 IFT que j'aimais bien moi en judo, c'est les allers-retours. Quand tu fais un aller-retour sur un pas ou sur 5 pas, c'est pas la même économie d'énergie. Et donc sur la fin de ton test, ça se sent. Donc est-ce qu'il faut pas leur apprendre finalement à faire toute cette école de course et de saut pour les tester plus tard? Oui. Moi, je crois en ça. Je suis pareil. Je ne veux pas dire fervent défenseur, mais en tout cas, je pense qu'il faut intégrer tous ces. Pourquoi ? Parce que en fait, on travaille sur le schéma corporel, on travaille sur la coordination globale. De base, on construit le socle. Je pense que les entraîneurs prennent conscience de ça. Après, il faut être formé aussi à ça. Parce que pas tout le monde a cette culture, même cette appétence un peu athlétique. Voilà, travailler sur le placement du bassin, à la pose du pied, c'est clair que quand, en tout cas, on en prend conscience, on va dire sur un exercice en particulier, et qu'on le répète et qu'on apprend à le maîtriser, forcément, à un moment donné, il va nous venir à l'idée de faire un transfert de ça. Donc, et se dire, peut-être que, ok, là, je travaille sur mon bassin, sur la position de mon bassin, c'est vrai que dans mon activité, est-ce que je peux le transférer? Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais moi, par exemple, le pilate. Je me suis formé au pilate en 2009. Et à un moment donné, je me suis senti restreint en tant que prépa physique dans une pratique très, très codifiée. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être étendu. Finalement, j'entraînais à ce moment-là des triathlètes. Donc, j'ai fait faire du pilate aux triathlètes. Donc, j'ai fait courir pilate, j'ai fait nager pilate, j'ai fait rouler pilate. Mais en fait, c'est des gens qui n'avaient jamais réfléchi sur le corps, sur la position. Le corps, C-O-R-E, sur la position de leur bassin, l'ancrage, la contraction du transverse, des choses comme ça. Et je pense que l'école athlétique peut amener à ça, mais ça montre quand même une défaillance à ce niveau-là, ne serait-ce que même dans le triathlon. Et pourtant, ils sont passés aussi par des entraîneurs vraiment aussi forcément bien formés, quoi. Donc il y a surtout arriver à se faire une culture générale, c'est ça qui est le plus dur, et avoir je pense des entraîneurs qui aient cette culture générale, cette ouverture un peu d'esprit, qui soit peut-être pas unique, on va dire sport centré, mais assez ouverte, aller piocher à droite à gauche, et il n'y a pas tellement de ça, je trouve le système en tout cas nous apprend pas ça. Nous apprend pas à nous ouvrir, donc ça vient plutôt d'une démarche plutôt personnelle, quoi, à chaque fois. Donc si on pouvait aussi montrer aux étudiants, je pense que STAPS c'est aussi ça en soi, c'est te faire pratiquer plusieurs disciplines pour que tu t'ouvres à différents champs de pensée dans le domaine du sport et de pratique. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus compliqué qu'il y a peut-être 10, 20 ou 30 ans. C'est que il y a beaucoup d'étudiants, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'installations, et que aujourd'hui on fait peut-être beaucoup plus de théorie que de pratique. Et mais après ça c'est encore un autre sujet, mais tout ça pour dire que c'est vrai que l'école athlétique pour moi est essentielle.
Je note que là, j'ai rencontré un entraîneur, on suit un pôle d'excellence en handball. Il y a eu un changement d'entraîneur qui intègre justement les gammes athlétiques. Et je trouve ça de manière hyper riche. Et je trouve ça génialissime. L'ancien ne le proposait pas, en tout cas de cette manière. Donc voilà, c'est vrai que on parle de la pédagogie du CV. J'avais vu ça dans le... Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, dans le secteur de l'EPS. En fonction de l'appétence, de la compétence de l'enseignant, il va forcément proposer sa discipline de prédilection et de manière plus pointue. Donc c'est vrai que dans un collège, à un moment donné, on peut tomber... nos enfants peuvent faire du triathlon. Alors on se dit, mais pourquoi du triathlon? Alors c'est peut-être au programme, mais il n'y a pas beaucoup de collèges qui posent du triathlon, parce qu'on se rend compte qu'il y a un enseignant qui est fan de triathlon, c'est sa pratique. Et voilà, donc c'est vrai qu'en général, ça marche un peu comme ça, la vie. Voilà. Ouais, et ça me fait réfléchir à une chose, c'est que finalement, là, tu me parlais que les entraîneurs doivent former des athlètes avec un socle général le plus étendu possible. Oui. Mais si on a des ultra spécialistes, c'est compliqué. Donc, est-ce que ce ne serait pas finalement le rôle des préparateurs physiques d'aller chercher ces compétences-là pour les transmettre aux athlètes? Donc, ces compétences générales. Qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que c'est vraiment la mission de l'entraîneur spécifique d'aller se former aussi à d'autres choses? Oui, d'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est est-ce que c'est le rôle du prépa physique ou c'est la compétence spécifique, c'est-à-dire l'entraîneur. Alors l'entraîneur, il peut s'attacher aux aspects technico-tactiques uniquement. Comment dire, la cohésion de groupe, le management du groupe et autres, et toute la partie physique gérée par le prépa physique. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça. Voilà, un peu ça, plutôt que l'entraîneur, lui, gère tout et finalement. Mais bon, je pense que c'est une question de moyens. Alors, je ne suis pas certain que ce soit une question juste de personnes. Je rencontre beaucoup d'entraîneurs qui me disent moi, la prépa physique, je ne veux pas en entendre parler, c'est mon prépa physique qui s'en occupe. Moi, ce que je veux, c'est que mes gars, ils se fassent pas mal, ils ne se blessent pas surtout, et et qu'ils soient performants. Et s'ils ne se blessent pas, ils seront performants. Et donc, voilà, je suis content, quoi. Donc, finalement, le prépa physique est missionné pour ça. Alors ça, c'est plutôt dans les clubs qui sont bien dotés, donc plutôt les sports de haut niveau. Après, non, on retrouve dans le sport amateur, il n'y a pas forcément de finances. Alors soit ça vient de la bonne volonté d'un prépa physique, du bénévolat, quoi. C'est du bénévolat, donc un peu comme les entraîneurs finalement. Mais c'est compliqué pour les préparateurs physiques de vivre du bénévolat. On ne peut pas vivre du bénévolat. Donc voilà, c'est vrai que donc on retrouve des prépas physiques finalement dans les pôles espoir, les pôles d'excellence. Après, en dehors de ça, voilà, il y a des clubs formateurs qui font le pas. Donc c'est très très bien, mais c'est vrai que on peut pas généraliser, quoi. Voilà. Mais c'est idéalement. Ça serait qu'il y ait aussi un pont entre l'EPS, entre l'école et donc entre le sport scolaire et le sport club, le sport voilà, chez les jeunes. Ça pareil, c'est quand même très hermétique, quoi. C'est très cloisonné. Je pense que le sport scolaire a beaucoup à apporter. Mais le passage de l'école ne se fait pas, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, enfin, il y aurait tout à gagner à ce qu'il y ait des liens au niveau préparation physique, qu'il y ait même des interventions de préparation physique en école, au collège ou au lycée. Prochain convaincu. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Alors certains enseignants de PS sont formés, j'en connais quelques-uns, mais enfin, voilà, c'est quand même pas non plus évident. Et puis il y a des contraintes qui sont que y a un programme aussi à respecter. Voilà, mais et justement là, je sais que il me semble que c'est le ministre en charge des sports qui a mis ça, l'éducation. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est une qui a mis en place des tests pour les 6e à la rentrée prochaine. Ouais. Pour évaluer justement le niveau physique des étudiants qui arrivent en 6e. Parce que nous, en tant qu'entraîneurs, on se rend compte qu'il y a un déclin énorme. Ouais. Mais les politiques,
le corps enseignant hors EPS ne s'en rend pas forcément compte. On a délaissé ce système-là complètement et on est en train de se rendre compte que dans 20 ans, il va y avoir des crises énormes en termes de santé, de posture, de TMS et compagnie. Et l'État a enfin un peu réagi en mettant ses batteries de test. Ouais. On verra ce que ça donne derrière, mais il y a déjà une première prise de conscience de ce lien à refaire. Ouais. Donc on espère que d'ici 10 ans, ouais, c'est ça. Mais ça bouge un peu. Je pense que en fait, c'est au contraire. Je pense que c'est les professeurs de PS qui font émerger, ce besoin, entre guillemets, les lacunes de la. On va parler de la nouvelle génération avec toutes les problématiques auxquelles elle est confrontée, les écrans, la sédentarité qui augmente, l'individualisation. La période Covid aussi qui a franchement pas fait du bien, qui les a quand même vachement coupés socialement et coupé d'une certaine manière de l'usage de leur corps, quoi. Voilà, le blocage. Donc du coup, couper des clubs, couper des copains, couper de la pratique. Donc là, je pense que on a la répercussion un peu de ça. Alors ça touche pas que le sport, ça touche le scolaire, ça touche tout. Ça a eu un impact et un effet sur plein de. Voilà, donc sédentarité, manque de sommeil, les jeunes restent longtemps sur les écrans, donc voilà, c'est vrai que très très compliqué de gérer ça, mais en même temps il faut en tenir compte. Et pour pouvoir en tenir compte, il faut faire avec, il ne faut pas s'y opposer, il faut avoir plutôt un discours pédagogique autour de ça. Et voilà, mais c'est vrai que c'est né quand même d'un constat qui vient de l'EPS, qui sont quand même plutôt bien formés. Et après, de quelle manière les tests ont été construits parce que si c'est construit uniquement par des prépas physiques, je pense qu'on peut passer à côté. Il faut que ce soit construit par le corps enseignant. Et après, je pense que la prépa physique peut servir de support. Le préparateur physique peut servir de support pour éventuellement affiner. Voilà. Bon, le spécialiste, ça reste le professeur de PS. Mais tout est à faire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans ce discours prégnant du sport santé. Ouais. Parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a de plus en plus de personnes en surpoids, et notamment chez les jeunes. C'est une société assez paradoxale parce qu'on a tellement avancé au niveau scientifique sur la connaissance. Il y a tellement il y a un accès justement à l'information qui est facilité. Et en même temps, à côté de ça, il y a des carences qui se créent. Voilà. Et pour en revenir aux problématiques scolaires, du sport scolaire, je pense que la première chose qu'on a pointé du doigt, c'est le savoir nager, savoir rouler. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a de moins en moins d'enfants qui savent nager. Et je pense que l'impact des JO a eu un effet aussi, sert aussi à ça, avec la volonté de construire des installations sportives, voilà, et des piscines. Ouais. Voilà, de renouveler les parcs de piscines pour apprendre à nager, d'apprendre aux jeunes à savoir faire du vélo. Pareil, il y a une éducation au code de la route et tout quoi. Ouais, et sur le testing, toi, des enfants, est-ce que tu en fais? Et si tu en fais, est-ce que tu as remarqué, depuis le temps que tu en fais, des différences de niveau? Non, alors j'ai pas ce recul-là, parce que c'est vrai que on teste des gamins qui sont plutôt en pôle. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a déjà une sélection au départ. On va dire au démarrage entre 12 et 13 ans. Après, il y a des démarches plus individuelles, voilà, de parents, d'entraîneurs qui viennent. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette sélection au départ. Les personnes qui viennent en test. Donc ça serait faussé de ma part de te dire oui, même si j'en ai le sentiment. Les gens qui viennent ont quand même ce souci entre guillemets d'optimiser un environnement pour le gamin. Il y a déjà eu une sélection. Alors j'ai pas aujourd'hui de données qui me permettent de dire cette personne-là à ce niveau-là est meilleure, était meilleure qu'avant qu'aujourd'hui. C'est pas non. Pour moi, c'est pas le cas, quoi. Je vois pas ça. Voilà. Ouais, par contre, voilà, il y a des généralités. Dans des classes, on se rend compte que quand on fait des études IMC, voilà, il y a des jeunes qui sont plus en surpoids, qui ont des capacités physiques qui ont baissé. Pourquoi ? Parce que avant, les jeunes jouaient dans la cour d'école, ils couraient, ils gambadaient, ils allaient voir leurs copains
en dehors de l'école pour jouer au foot et tout. Là, aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mais j'essaie de me défendre de généraliser ça, Ouais, bien sûr. même si ça reste malgré tout intérieurement quelque chose qu'on peut observer, quoi. Voilà. Et justement, je reste dans ce sujet-là. Est-ce que le fait que les enfants ont accès à un environnement numérique qui stimule énormément au niveau cognitif, Ouais. est-ce que cette stimulation cognitive va pas finalement compenser la perte physique qu'ils ont dans la pratique des sports? Parce que par exemple, je fais du volley, on reste sur l'exemple du volley, j'ai une VMA à 23, j'exagère, hein. C'est cool, je suis inépuisable, je saute à 1m50 de haut, mais par contre, si je suis pas bon dans la prise de décision, prise d'information, je serai un mauvais volleyeur. Oui. Est-ce que finalement, l'utilisation de tous ces outils technologiques va pas les stimuler plus? Ils vont avoir une VMA peut-être effectivement à 18, ils vont sauter à 1 mètre, mais est-ce qu'ils vont pas être meilleurs dans tout ce qui est prise de décision et donc performance? S'ils ont travaillé le registre, on va dire corporel, il n'y a aucun problème à passer du temps sur les écrans. S'ils sont OK scolairement, s'ils sont OK physiquement, je veux dire, on n'a pas à critiquer forcément les écrans. Je pense que les écrans peuvent apporter beaucoup. On a suivi, moi j'ai testé pendant 1 à 2 ans, on a suivi nos équipes de e-sport aussi, et j'ai évalué un des top, des deuxièmes européens sur Fortnite. Bon, il était très fort probablement cognitivement, mais pas exceptionnel sur les temps de réaction forcément. Bon, quand même assez fort. Après, physiquement, c'est compliqué d'être fort partout. Voilà. Ouais. Voilà, le test, on lui a fait faire un test parce qu'on partait du principe que se préparer physiquement pour faire du e-sport, c'était la condition pour être moins fatigable, pour avoir une meilleure posture tout au long de ses parties. D'avoir une bonne hygiène de vie derrière, voilà, c'est une espèce d'environnement, voilà, une démarche pro en fait, tout simplement. Et voilà, quand moi le jeune a fait une hypoglycémie, fait un malaise vagal, pardon. Il a tenu 2 paliers, donc j'ai démarré sur un test de PMA, VO2 max PMA, 60 watts, 80 watts, il a stoppé. Voilà, et d'ailleurs il ne se sentit pas bien, il tenait plus sur ses jambes. À un moment donné, il y a quand même une carence, quoi, qu'il faut absolument. Enfin, bon, c'est un signal d'alerte et d'alarme à donner. Et d'ailleurs, il n'était pas là par hasard, quoi. Ouais. Et j'allais dire, on a déjà fait un grand pas, quoi, ne serait-ce que par le fait de pouvoir l'évaluer et pour derrière lui dire il faut absolument que tu fasses quelque chose parce que tu passes trop de temps à travailler à développer ton cognitif. Donc, est-ce qu'un volleyeur, d'être sur des écrans, ça peut l'aider? Sur certains registres, mais à mon avis, on est quand même très très loin de la pratique sur la prise de repères, le mouvement oculaire, la dissociation segmentaire. À un moment donné, il y a un apprentissage du corps. C'est le corps qui travaille par lui-même, quoi. Voilà. Je pense à Alain Bertos qui a travaillé sur ces questions-là. Et finalement, je pense que il y a l'intelligence du corps, quoi. Voilà, qui aide à la prise de décision. Si c'est hyper décontextualisé, je ne peux pas dire que mon gamin qui a joué sur un jeu. Alors, après, est-ce que des sports comme on a eu des joueurs e-sport de FIFA, donc eux avaient des vraies qualités physiques. Pourquoi? Parce que c'était des joueurs de foot. Ouais. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres pratiques comme League of Legends, choses comme ça. En fait, on ne joue pas dans la réalité à League of Legends. Alors qu'on peut jouer au foot et on peut être joueur e-sport FIFA. En général, c'est des passionnés. Donc, on a les équipes du Lost, trucs comme ça. Et là, il y avait des qualités physiques. Voilà. Et là, je pense que le lien, il se fait tout seul. Et du coup, je pense qu'on peut vraiment rendre les gens encore plus forts, à la fois en les faisant travailler sur du jeu hyper contextualisé par rapport à leur pratique, hyper en lien à leur pratique, parce que ça va leur faire travailler sur la stratégie, sur le technico-tactique. Ils vont pouvoir faire des transferts après sur le terrain grâce à ça. À côté de ça, ils font du sport parce qu'ils adorent jouer, taper dans le ballon. Et on peut aussi les préparer physiquement parce qu'ils ont cet intérêt pour ça. Et là, on arrive vraiment à atteindre un optimum, quoi.
Voilà. Je vois ce que tu veux dire, c'est Ouais. intéressant. Oui, effectivement, un joueur de foot qui se met sur FIFA, ça va lui permettre aussi finalement de faire de la visualisation, Exactement. mais en direct. Ouais. Donc ouais, effectivement, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas Ouais. s'il y a des études sur ça, j'essaierai de regarder un petit peu et d'en mettre dans l'article. Ouais. Finalement, le Ouais, lien, les carences de la, finalement, Oui, voilà, liées ça. c'est un phénomène social, quoi. Hein. Ouais. Sédentarité, manque de pratique des jeunes, éventuellement le rôle du prépa physique en lien avec le sport scolaire. Aujourd'hui, pareil, je prends l'exemple du tennis, que j'ai découvert l'accompagnement des jeunes tennisman en arrivant à Human Fab. La plupart sont au CNED. Ok. Donc pour pouvoir devenir aujourd'hui joueur de tennis, on va dire de haut niveau à 12-13 ans, le modèle actuel, c'est École à distance. je suis au CNED et je suis accompagné par la Ligue, par la Fédé, voilà. Ok. En tout cas sur l'accompagnement régional, quoi. Après, il y a des structures qui centralisent. Mais voilà, ça alors ça c'est on va dire ouais, créé comme ça. On le voit pas dans d'autres forcément dans d'autres activités sportives. Hein. Voilà, dans le golf aussi. Dans le sport co, vu on est obligé de fonctionner avec d'autres, ça je l'ai pas trop vu. Mais du coup, cette approche-là sur les sports individuels, finalement, de très très jeune, elle te déconnecte un peu aussi du système et du lien finalement. Voilà. Pour moi, il y a quand même une grosse déconnexion entre le sport scolaire et la pratique personnelle à haut niveau, sans parler du manque d'adaptation forcément. Ouais. Je prends l'exemple d'un volleyeur, un jeune espoir du volley qui a un projet France, équipe de France. Pour ça, parce qu'il a un potentiel, il n'a pas encore le niveau, mais c'est son projet. Le dispositif et le lien entre le scolaire et la Fédé est mal fichu et il a failli passer à côté d'un accompagnement. Voilà, et finalement, il est rentré dans un dispositif avec un aménagement qui pourrait être optimisé, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que de manière plus globale, aujourd'hui, je pense que pour devenir sportif de haut niveau, c'est quand même un parcours du combattant. S'il n'y a pas un environnement propice à la fois familial, compétences des entraîneurs, des spécialistes voilà, à proximité, un environnement comme ça, vraiment, j'allais dire, c'est biopsychosocial, quoi. C'est très compliqué quand même. Ouais. Et l'entourage même scolaire Oui, fait énormément. C'est ça. Ouais. Ouais. Je sais que sur le Pôle France, on avait lutté avec les profs et les proviseurs pour mettre en place des aménagements. Oui. Alors, on avait réussi, et c'est ça, je pense, qui rendait nos athlètes performants, parce qu'ils n'avaient pas à se soucier du scolaire. Ils avaient la chance d'avoir les profs qui venaient même à 20h faire des cours de soutien. Enfin, et ça, c'est génial. En fait, c'est dépendant du chef d'établissement, du proviseur. Tout à fait. Voilà, donc il faut avoir un peu de chance quand même. Ah, mais complètement. Ouais, c'est un combat aussi, mais il y a une partie de chance. Je reviens sur le testing. Ouais. Donc on a parlé du testing laboratoire ou médical, du testing de terrain. Est-ce que tu vas tester, toi, tout ce qui va être test neuro, test nerf crânien, test posturaux? Comment est-ce que tu travailles avec ça, si jamais tu travailles avec ça? Alors, test posturaux, j'ai en tête la stabilométrie. C'est quand même un vaste sujet, la stabilométrie. Ouais. On a intégré la stabilométrie, par exemple, chez les golfeurs. Et à l'opposé, pour les personnes vieillissantes. Donc finalement, c'est pareil, d'une certaine manière, ça se rejoint. Il ne faut pas tomber, il faut être stable. Et finalement, il y a des similitudes entre les deux. Mais l'interprétation aujourd'hui, elle est quand même très très complexe. Voilà. On sait que il faut être hyper stable, il y a toujours la longueur, l'air et la vitesse à analyser sur ce test-là, tu vois. Mais qu'est-ce qui me dit que il y a des liens, certaines études montrent que quand l'air est réduite, quand on a une vitesse qui est rapide, on est capable de faire des réajustements. Air réduite, on est hyper stable.
On n'a pas beaucoup de longueur, ça veut dire qu'on a dans la surface analysée, on n'a pas beaucoup fait de variations, donc ça veut dire que voilà, on maîtrise le sujet, c'est parfait, on est hyper. Mais en même temps, on a de très bons, des golfeurs qui sont très très stables et pourtant ils ne sont pas hyper performants, ils ne sont pas tous numéro 1, quoi. Donc le lien est quand même vite balayé. Voilà. Okay. Y a quand même une base, un socle à avoir. Ce qui est intéressant après, c'est de travailler sur les différents types de prise de repères pour la stabilo, les yeux ouverts, les yeux fermés, voir si on est plus sur du vestibulaire, sur de l'oreille interne, sur de la prise de repères visuelle, plus du sensorimoteur et autres. Donc on arrive à... Mais derrière, ça peut orienter le travail. Ouais. Voilà. Donc c'est une petite pierre à l'édifice. Voilà. Sinon après on travaille, ça reste pour moi un domaine à part entière, la posturologie. Donc moi à un moment donné, quand j'ai affaire à ce sujet-là, ou qu'on sent qu'il y a un besoin à ce niveau-là, je renvoie vers un professionnel. Donc on a un posturologue à Human Fab et voilà. Après, donc il y a une analyse à la fois un peu ostéo, posturologique qui peut être menée, quoi. Ok. Et les tests psychologiques, est-ce que tu en mènes? Est-ce qu'il y a une utilité ou pas? Alors, test psychologique, pour moi, c'est fondamental. On propose des tests cognitifs de notre côté, mais qui viennent évaluer, pour moi, c'est le premier niveau d'évaluation. On peut pousser, mais avec la préparation mentale, avec un préparateur mental. Et moi, ce que j'attends d'un préparateur mental, c'est de pouvoir faire ce que je propose en préparation physique, c'est une sorte de cartographie des habiletés physiques ou des capacités physiques. Mais idéalement, c'est de pouvoir avoir une cartographie, on va dire des qualités cognitives, quoi. Voilà, niveau attentionnel, concentration, attention. Fixation d'objectifs. Après, il y a les aspects plus motivationnels et autres. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas toujours. Donc, certains préparateurs physiques le proposent. Hein. Non, c'est quelque chose de fondamental. Après, sur la partie motivation, en partant du principe que tout acte est motivé, pour moi, c'est le point de départ. Du registre moteur. Voilà. Si on n'est pas motivé, si on ne peut pas ni faire de la préparation physique, ni s'entraîner. Voilà. Donc c'est quelque chose, et c'est ce qui fait la différence entre chez les sportifs de haut niveau, c'est arriver à entretenir ce niveau de motivation le plus longtemps possible. Et on sait que chez les sportifs de haut niveau, ils en sont capables parce que, et encore plus en judo, si on prend c'est quand même un sport rude en soi, très très répétitif. Donc, j'allais dire, les sources motivationnelles, il faut les chercher, il faut les puiser au fond de soi, quoi. Ouais, c'est de la motivation intrinsèque. Et c'est ça. Et si on prend l'exemple de Teddy Riner, qui a été, je pense, précurseur dans ce domaine, en faisant appel à un prépa physique dès l'âge de 14 ans, voilà, son intégration à l'INSEP, je pense que c'est... Enfin, aujourd'hui, ça ressort. On est tous conscients que c'est un des facteurs clés de sa performance. Bien sûr. Voilà. Il a su s'entourer. C'est un sportif entrepreneur, comme dirait, je crois que c'est Gilbert Gascou qui m'avait dit ça. Et en fait, on retrouve ça, c'est quelqu'un qui allait s'entourer pour arriver à sa performance et son entreprise, finalement. C'est super intéressant. Et c'est un peu ce que tu énonçais quand tu as des sportifs indépendants qui viennent ici pour se faire tester, pour avancer finalement dans leur processus d'entraînement. C'est un peu ce même profil-là. Oui, tout à fait. Alors, tout le monde n'est pas Teddy Riner, mais oui, je reconnais un peu le process. Et justement, ces tests et ce profilage psychologique, est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait systématiquement? Parce que c'est quand même, comme tu disais, un pilier pour la performance. Ou est-ce qu'une discussion avec l'entraîneur, ça peut suffire parfois? Comment est-ce que tu vois ça? Non, je pense que ça peut suffire de manière, je veux dire, un peu spontanée. Il peut se passer des choses, mais je pense que c'est quelque chose qui doit se construire dans la durée, qui doit s'appréhender dans la durée. Donc, moi, je vois sur la préparation physique, c'est quand même quelque chose, c'est un domaine quand même assez démocratisé. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup malgré tout quand même des clubs aujourd'hui qui font appel à des prépas physiques. Donc, après la prépa mentale, ça reste quand même encore assez rare, même si ça se démocratise aussi, mais on est quand même assez loin du niveau de la préparation physique.
Et pourtant, ça reste fondamental. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais on n'en est pas du tout au même point. Et même nous, bon, c'est vrai qu'à Human Fab, après, c'est compliqué d'être spécialiste aussi partout. Donc, nous, à Human Fab, on est quand même hyper centré sur le corps. Et j'avais dit presque l'ergonomie, l'ingénierie autour du mouvement, quoi, autour de l'humain. Ouais. Parce que finalement, c'est, pour moi, par définition, c'est ce qu'on fait, même quand on fait de la prépa physique, hein, et une analyse, entre guillemets, presque ergonomique de l'athlète, du sportif, pour essayer d'adapter l'environnement, en tout cas faire en sorte à lui apporter des éléments pour que lui puisse aussi s'adapter à l'environnement voilà, avec de la meilleure des manières. Mais c'est vrai que la prépa mentale, voilà, nous, on délègue quand le besoin s'en fait ressentir. Mais c'est jamais systématique. Enfin, c'est surtout jamais assez, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est hyper contexte dépendant. C'est-à-dire que les gens viennent parce qu'au centre, on est quand même estampillé travail sur le corps. Voilà, on travaille avec des préparateurs mentaux. Hein. Donc on oriente des rapports, mais la porte d'entrée, elle reste quand même autour du corps, voilà. Oui, c'est plus dans le langage commun de parler du corps pour le sportif que de son mental pour le moment. Après, même si ça change. C'est vrai que considérer l'accompagnement en prépa physique, c'est-à-dire l'entraînement physique comme l'entraînement cognitif, je pense qu'il y a encore du chemin à faire sur les méthodologies de l'entraînement. Je veux dire, des méthodologies d'entraînement dans le sport, voilà, ça fait peut-être une trentaine d'années, voilà, depuis les années 80, quoi. On en parle. L'entraînement neurocognitif, on en est au balbutiement, quoi. Et je pense que voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et je pense que ça doit se développer dans ce sens-là, quoi. Voilà, une planification, enfin la même manière d'aborder une prépa physique, aborder une séance d'entraînement cognitif avec de la focalisation, avec de l'imagerie mentale, comme tu disais. Voilà, avec des étapes. C'est pas juste j'anime une séance, mais je construis un cycle de séances qui ont un lien les uns avec les autres, avec une progression. Voilà. Je te teste au début, je te teste à la fin, et je mesure l'écart entre les deux. Est-ce que est-ce que j'ai atteint mes objectifs ? Est-ce que, donc à la fois pour le sportif, est-ce que mes enseignements ont porté ses fruits ? Est-ce que j'ai proposé des bonnes hypothèses de travail ? Si ça n'a pas amélioré, je me remets en question. À partir de l'évaluation, je remets en place des hypothèses de travail, et ainsi de suite. On avance comme ça. C'est le process du testing en soi, quoi. Et justement, est-ce que le testing est nécessaire pour observer finalement des améliorations ? Après, il y a la compétition. Hein. Je pense que c'est le meilleur des testings. Donc, je suis un peu provoque. Je suis un peu provoque. Mais... c'est un peu provoque. C'est pour ça que finalement, je peux te répondre en 2 mots, quoi. Je peux arrêter là. Donc là, voilà, les meilleures évaluations, ça reste la compétition. Et c'est pour ça qu'on évalue. Si ça sert à rien d'être le meilleur sur un test ou le meilleur aux entraînements si derrière la finalité est pas accomplie, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un élément qui permet de progresser, mais c'est pas un élément en soi, quoi. C'est pas une finalité. Voilà. Donc il y a des athlètes qui arrivent, qui sont déjà champions, et qui viennent se tester alors qu'ils ont déjà un record de France, quoi. Ils n'ont jamais fait un test de leur vie. Voilà. Mais voilà, ils se disent que ça va peut-être leur apporter un petit plus. Voilà. C'est un grain de sable pour certains, un gros caillou pour d'autres. Voilà, chacun prend la chose à sa mesure, mais on a quand même pu démontrer que ça pouvait aussi apporter quelque chose à partir du moment où c'est bien construit. Voilà, et bien posé. Voilà. Et bien réutilisé. Bien réutilisé, c'est ça. Après, si tu veux, sur les tests, tu vois, à quoi ça sert un test ? Je pense qu'il peut y avoir plusieurs objectifs. Et on peut souvent se tromper. Le testeur peut souvent se tromper. Parce que, bon, comme dans la vie, on peut avoir des idées préconçues ou partir sur des habitudes et des routines. Et c'est toujours important de se remettre en question en permanence. Vas-y. Donc le test, ça peut être justement d'améliorer une performance ou l'accompagnement en vue d'une performance. Donc on fait un test initial, un test final. Donc on a un suivi en fait
Alors de l'état de santé, avec des tests de surentraînement par exemple, des tests salivaires. Voilà, ça peut être, on peut faire des tests d'intolérance alimentaire par exemple, et on voit s'il y a une amélioration aussi sur la performance à terme, voilà, ainsi de suite. Ça peut avoir aussi une utilité en termes de recrutement, ça peut être comparatif. Et puis, quand on fait des tests, on peut avoir une finalité donc interpersonnelle, donc j'assure un suivi individuel. Voilà. Et après, ça peut être aussi une comparaison entre les autres. Ouais. Tu vois, par exemple, j'évalue un athlète, il me dit, est-ce que par rapport au champion du monde, est-ce qu'il y a un gros décalage sur cette qualité physique-là? Voilà, c'est une évaluation inter-individuelle. Là où il ne faut pas se tromper, c'est avec une bonne volonté, on évalue un sportif. Donc, je prends l'exemple des agents joueurs dans le football. On peut nous proposer d'évaluer un sportif dans différents registres. Quand on accueille le sportif, en fonction de sa problématique, on va orienter les tests. Voilà. Et à la fin, on aura un livrable qui est quand même assez très, très individualisé. Mais au final, on peut se tromper, parce que la commande, c'est certes d'évaluer le sportif, mais ce que va vouloir l'agence sportive, c'est de pouvoir comparer sur les mêmes tests sur ces différents joueurs, pour avoir une sorte de standardisation à proposer aussi aux différents clubs. Et pour lui, c'est même plus confortable, parce qu'il maîtrise ses batteries, il maîtrise son discours autour de ce qui est proposé. Donc parfois, ça nous est arrivé de nous égarer, et au travers d'une bonne volonté et d'une hyper spécialisation, vouloir proposer des tests hyper pointus par rapport à des problématiques pas forcément identifiées par l'agent sportif. Quand je cours, j'ai une petite gêne au niveau du genou, ok, on va te proposer un test alors un peu plus orienté mobilité, proprio au niveau du genou et tout ça. Et enfin, au final, ça correspond pas forcément à la demande et aux besoins de l'agent sportif. Voilà. Donc il faut aussi avoir en tête il y a à la fois le besoin du sportif, mais là, la finalité, elle est quand même très, très orientée staff, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ouais, donc faire la dissociation entre les deux. Ouais. Ouais, ma question était, en fait, par exemple, je prends un ailier droit en handball. Est-ce qu'il faut remettre ses performances et les résultats au test par rapport à tous les ailiers droits professionnels, par exemple, je veux n'importe quoi, ou est-ce qu'on reste vraiment sur les stats de l'équipe ou les stats interpersonnelles par rapport à la saison dernière? Voilà, dans quel contexte, en fait, tu as analysé tes tests? Mais tu as déjà répondu, quoi. Oui, toujours dans son contexte actuel. Mais il faut quand même pas mettre de côté toute l'histoire de la personne. Enfin, je veux dire, c'est hyper utile. C'est-à-dire que si on a un joueur qui a été évalué dans un groupe avec certaines performances, je peux prendre l'exemple, par exemple, sur du test, je reviens sur les profils musculaires avec les tests de saut, parce que ça reste quand même assez basique, assez facile à comprendre. Donc quelqu'un qui saute en squat, qui saute à 50 cm sur un squat jump, la saison d'après il saute à 40, bon, il faut se poser des questions, même s'il est aussi performant dans le groupe. Voilà. Voir s'il y a des choses qui ont changé au niveau du développement de ses qualités. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif sur sa performance globale, mais il y a quand même des qualités physiques intrinsèques qui ont diminué. Il faut voir sur la partie intégrée et la partie jeu, il y a des répercussions. Voilà. Est-ce que sur la partie vitesse, il y a des répercussions? C'est ça qu'il faut mettre en lien. C'est sûr que si tu sautes 10 cm de moins et que tu es toujours aussi performant sur la vitesse, il y a un transfert, il n'y a pas une répercussion, mais il y a une problématique peut-être sur le passage, sur le transfert de force verticale. Voilà. Il faut tenir compte quand même de l'histoire des tests si on a la chance de pouvoir suivre au fil des saisons des sportifs, mais toujours, c'est peut-être le maître mot de la discussion, mais toujours remettre dans son contexte et toujours prendre des infos sur la manière dont les entraîneurs appréhendent les entraînements. Et je pense que la vraie difficulté finalement, elle est là pour le préparateur physique. C'est la relation avec son sportif et surtout la relation avec l'entraîneur, en fait, grosso modo. Qu'est-ce que propose l'entraîneur à son sportif et moi, comment je m'adapte? Ça, je pense que c'est tout un art, quoi. Ouais. Voilà. Par rapport à la détection des jeunes en Pôle Espoir, en Pôle France, etc., il y a souvent des batteries de tests qui sont proposées. Ouais. Alors
Alors, je sais qu'il y a pas mal de fédérations, je ne vais pas citer parce que j'aurais peut-être pas un exemple précis, mais euh, qui vont mesurer des normes anthropométriques, par exemple, ou biomécaniques, etc., et qui se rendent compte des années plus tard que c'était une grosse bêtise, parce que finalement, oui, il a des mains plus petites, mais il sait mieux les utiliser. J'idéalise Ouais. le truc, mais est-ce que finalement un test, c'est utile pour faire de la détection? Et si oui, comment est-ce qu'on les choisit? Comment est-ce qu'on les met en place? Est-ce que c'est des choses qui sont amenées à évoluer en fonction de l'évolution du jeu et du sport? Comment est-ce que toi, tu vois Ouais. ça? Alors, j'ai un peu de recul sur les batteries de test de détection, justement, tu vois, dans le tennis, dans le cyclisme, dans le football, dans le volley. Mais je prends un exemple, toujours l'exemple du volley ou du basketball aussi, où les qualités entre guillemets morphologiques aujourd'hui priment dans la détection. On préfère prendre des grands en premier, et après on part du principe qu'on va les former, plutôt que de prendre des jeunes peut-être beaucoup moins athlétiques, beaucoup moins dotés au niveau saturo-ponural et morphologique. Mais peut-être plus athlétique et plus coordonné. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans ce registre-là. Mais ça fait des années que je le vois. Alors ça dépend des sports forcément, mais c'est assez complexe, je trouve. Les tests, alors c'est très codifié. Il y a des choses justes, il y a des choses peut-être un peu moins justes, des choses qui sont abandonnées parce que compliqué à mettre en place. On voit des tests, qui peuvent être très très intéressants et très très spécifiques, comme le Barada test en handball, que finalement très peu de personnes font. Je veux dire, est-ce que ce test-là permet de détecter mieux que notre je sais pas. Je pense qu'il faut arriver à évaluer vraiment tout un ensemble. C'est vrai qu'on ne peut pas performer si on n'est pas grand dans certains sports. Donc à un moment donné, il y a des tests de prévision, tu vois, de croissance qui sont réalisés, les mesures assis, debout et tout. Encore une fois, c'est du prévisionnel. Donc dans le lot de tout ce qu'on va mesurer, il y aura forcément des personnes qui seront forcément un peu plus prédisposées à. Donc, mais il faut pas. À mon avis, c'est quand même un passage obligé dans le cadre de la détection de réaliser tous ces tests-là. C'est sûr. Après, ça reste des tests fédéraux, donc des tests quand même pas forcément monitorés. Mais du coup, des tests quand même qui sont censés être assez reproductibles, qui sont pas, on va dire, économiques dépendants, quoi. Donc, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose. Voilà. Après, de quelle manière ils ont été construites, ça, je pense que ça doit se renouveler aussi en permanence par rapport aux enjeux et aux avancées de chaque sport, des avancées matérielles et autres. Par exemple, on voit avec les nouvelles chaussures à plaque carbone, la manière de courir va forcément commencer à changer. Nous, on a eu en test des gens qui venaient avec ces chaussures-là, et on sait aujourd'hui que ça modifie la foulée. Donc est-ce que derrière, il ne faut pas construire un nouveau style de gamme athlétique? Donc c'est vrai qu'il peut y avoir aussi le matériel qui a un impact sur ces batteries de test. La pratique en général peut avoir un impact sur ces batteries. Donc il faut se renouveler en permanence. Ok. Par rapport aux chaussures, j'ai vu pas mal d'articles qui parlaient de l'usure du sportif finalement avec ce nouveau style de chaussures. Je ne me suis pas encore assez renseigné, mais est-ce que tu as des infos déjà, toi de ton côté, sur ça? On a des infos sur la modification du pattern de course, qui est beaucoup plus sur l'avant-pied, des retours d'énergie qui sont plus importants, donc moins d'amortissement de la chaussure, et aussi lié à la hauteur de chaussure, puisqu'on a des... alors, on parlait de Mousseva, tu vois, mais aujourd'hui, c'est ce système-là de semelle qui est beaucoup plus haute, qui est un peu différent. Donc c'est pareil, ça fait des appuis un peu assez différents finalement des chaussures classiques. Et du coup, ça demande un temps d'adaptation. On en revient au même processus finalement qui s'était passé avec les chaussures minimalistes. Où on disait tu peux pas démarrer directement avec ces chaussures-là à faire un footing d'1 heure. Donc au départ, c'est 10 minutes.
deux, trois fois par semaine. Tu les intègres progressivement à tes entraînements, puis après tu augmentes à la fois la durée et éventuellement le nombre de séances pour le travail du pied. Donc finalement, on en revient sur ces modèles-là à ça, quoi. Donc finalement, le matériel a un impact aussi sur la manière de se préparer et la manière d'appréhender son activité. Et du coup, au final, la manière de s'évaluer, quoi. Ok. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que sur les chaussures ultra minimalistes, style Five Fingers et compagnie, on est revenu parce qu'ils ont même appelé les médecins la fracture Vibram sur je sais plus quel méta. Parce qu'en fait, tous les mecs qui couraient avec ça, au bout d'un moment, ils avaient une fracture de fatigue sur un des méta. Je crois que c'est le 5, mais je suis pas sûr. Et la question, c'est est-ce qu'avec ces nouvelles chaussures en lame de carbone, on va voir arriver ça, quoi. Ben après, c'est l'avenir qui nous le dira, parce que c'est vrai que c'est quand même pas encore très démocratisé déjà. C'est cher. C'est cher. Ouais. c'est encore nouveau. C'est même du registre, quand on voit ça sur les grands sportifs, pour nous c'est presque du prototype, quoi. Ouais. Voilà, même si ça se vend aujourd'hui, maintenant on en retrouve dans le commerce, voilà, ça reste encore peu accessible pour les sportifs, mais ça inspire les gens, voilà, donc les gens vont se les accaparer et vont s'approprier. Alors c'est vrai que ça coûte quand même beaucoup plus cher que les minimalistes. Même si minimaliste, c'est quand même pas donné au départ. Là, voilà, il y a quand même de la technologie pour le coup. Je pense que c'est encore en plein développement sur l'espèce de compromis entre relance, dynamisme, amorti. Voilà, on est quand même sur des chaussures ultra compétitives, ultra performantes. Donc pas forcément ouvert au tout public. Voilà. Heureusement. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde ne fera pas forcément son Marseille Cassis avec ça, mais il peut y avoir des dérives de technologie, un peu comme on le voit quand il y a du développement en Formule 1. Et ben, 10-20 ans plus tard, il y a les retombées sur les voitures tout public. Bon, ben, là, je pense de toute façon, ça se passe toujours comme ça. On aura forcément des chaussures peut-être un peu plus dynamiques, mais qui maintiennent, mais qui gardent aussi de l'amorti et du confort, quoi. Ok. Ouais, ça fait un peu comme les combinaisons en natation qu'on voyait là dans les années 2010, il me semble, 2010. Qui battaient tous les records parce que meilleure flottaison, meilleure pénétration dans l'eau et compagnie, qui ont complètement disparu parce qu'interdits. Est-ce que ces chaussures-là, finalement, vont pas subir le même sort au niveau pro, en tout cas? Oui, c'est ça. Après, sur les blessures, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul, mais j'ai entrevu quelques articles, justement, qui mentionnaient peut-être la recrudescence de tendinite à certains endroits, rotuliennes et autres, mais voilà, après, ça reste à approfondir, mais on va voir émerger forcément des problématiques de santé comme par rapport à ça. Toute évolution technique à chaque fois. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter à propos des tests, du testing de manière générale, des choses qu'on n'aurait pas abordées? Non, moi, ma conclusion, c'est un peu mon idéal. J'imagine, pour conclure, peut-être le futur. Moi, le futur, c'est l'évaluation directement sur le lieu de pratique, voire l'évaluation en compétition. Alors, je pense qu'on est quand même encore loin de ça. Mais pour pouvoir s'en rapprocher, je pense qu'il y a différentes spécialités qui peuvent se regrouper, des sortes de cellules un peu testing, avec à la fois, aujourd'hui, on est en plein dans la data, on est dans l'analyse vidéo, on est dans le... Voilà, donc il faut à la fois être technicien, donc il faut des gens techniques qui sachent utiliser les outils, donc tout de l'ingénieur de mesure. Pour moi, un staff complet, il serait complété par un data analyst, un data scientist, une analyse vidéo, voilà, et à cheval entre, on va dire, un pôle scientifique et le staff des entraîneurs, quoi. Voilà. Et là, on pourra se développer dans ce sens, quoi. La Fédé d'handball bosse là-dessus, justement, pour mettre en place de l'analyse vidéo portative. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un stade qui est équipé, enfin un gymnase qui est équipé, et on ne peut pas en bouger, ça vaut très cher. Et là, ils essayent, avec justement 2 caméras et un petit ordinateur qu'on peut poser n'importe où, faire ces analyses-là. Donc je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on devrait commencer à le voir un petit peu dans les gymnases apparaître. Ouais. Mais effectivement, il y a plein de sports co qui commencent à bosser là-dessus, le volley aussi. Après, tu vois, la 3D, on peut la déporter en gymnase. Mais c'est vraiment sur un gymnase. On est obligé de capter sur une surface, si on veut être précis, un peu plus restreinte. Après, si on veut capter sur un gymnase entier, il faut beaucoup plus de caméras. Il faut équiper les personnes. Maintenant, on a du markerless, c'est-à-dire que sans marqueur.
Donc ça, pour nous, Il a fait sur des les sports dents avec de brosse contact et là-dessus, tout, ouais. voilà, du coup, tu perds pas les capteurs. Mm. Donc, donc on va se développer aussi vers ça c'est sûr. Voilà. Mais il y a quand même une sacrée logistique, voilà, de calibration, paramétrage, matériel, caméra à placer. Voilà. Donc c'est sûr que s'il y a du système embarqué, c'est génialissime. Ouais. Voilà. Après, voilà, il faudra quand même se dire qu'on ne base pas, et ça c'est peut-être ma conclusion, il faut aussi du subjectif, de l'émotionnel, du sensitif. Et ne pas se contenter juste d'intelligence artificielle et de data. Il faut arriver à avoir j'allais dire à garder et à construire cette intelligence du tout pour essayer d'être le plus juste possible. Voilà. C'est une belle conclusion. Ouais. En question de la fin, est-ce que tu as des formations à conseiller? Je suis entraîneur de n'importe quelle discipline ou préparateur physique. J'ai envie d'apprendre à tester mes athlètes. Est-ce qu'il y a des formations qui existent? Est-ce que tu peux en conseiller certaines? Alors j'en ai, mais pour moi la première c'est la formation, c'est l'école de la vie. C'est comme ça. Donc déjà avoir cet état d'esprit, comme on peut en discuter en off, être ouvert, aller vers les gens, ne pas avoir peur de leur montrer qu'on ne sait pas, voilà, pour apprendre. Donc moi j'ai eu la chance d'être entouré de gens comme ça. Je ne sais pas si je peux citer des noms, mais voilà, de Guillaume Rao, Jérôme Laurin, Albéric Macfati, Arnaud Wise, Jean-Bernard Fabre, voilà, qui m'ont énormément appris. Et du coup, je pense que ça, déjà, la première des choses, c'est avoir cet esprit d'ouverture et se mettre dans un état d'esprit où il faut toujours apprendre. En termes de formation, c'est vrai qu'actuellement, bon, je pense que les formations STAPS sont quand même bien reconnues. Dans le cadre je pense qu'aussi pour être un bon testeur, je pense qu'il faut avoir fait de la préparation physique. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière, il faut une retranscription terrain. Et si on n'a pas été préparateur physique, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. En ce sens-là, je pense que le métier de prof de PS m'a beaucoup aidé parce qu'il me donne une vision quand même assez transversale des différentes activités sportives. Donc ça m'a aidé en ça. En même temps, les préparateurs physiques sont aussi formés à naviguer d'une activité à l'autre. Voilà, une formation aux outils de mesure, le DESU de l'université d'Aix-Marseille, optimisation de la performance, c'est intéressant. Mais comme toutes les autres formations, derrière, il faut pouvoir intégrer des structures pour pouvoir pratiquer. On retrouve beaucoup de jeunes sortant voilà, des diplômes de master. Mais sur le CV, je maîtrise l'analyse 3D ou la biomécanique. C'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est tout un monde en soi. C'est comme l'isocinétisme. Voilà, toutes ces disciplines-là, il faut... ce qui fait la différence entre, on va dire, un expert et probablement un novice, c'est pas forcément le bagage de connaissances, mais en fait, quand il y a la tempête, c'est arriver à s'en sortir. Voilà, quand un outil marche pas, quand il y a des bugs, quand il y a des athlètes avec qui ça peut-être, il peut y avoir des difficultés, avec les staffs il peut y avoir des difficultés. C'est voilà, comment appréhender tout cet environnement. Ça, c'est l'expérience qui aide quand même. Voilà, donc les courants profit force vitesse, je trouve que ça c'est très intéressant avec Jean-Benoît Morin. Donc le DESU qui co-gère m'a l'air quand même assez intéressant. On a eu des étudiants qui étaient inscrits là-dedans, donc je trouvais ça super. Ils sont vraiment bien adaptés. Voilà, mais bon, là, ça reste quand même STAPS, la meilleure des formations. Et puis après, on peut se former sur de la data analyse ou la data science, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un ou plusieurs livres à conseiller? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Les préférences motrices de Ralph Hippolyte. C'est un domaine que... Action Type. Ouais, voilà, Action Type, qui me plaît beaucoup. Je suis un peu penché sur le concept volo d'haleine, que je trouvais aussi très très intéressant. Donc voilà, on se rapproche un peu plus tu parlais des aspects décisionnels. Là, on est aussi sur on va dire l'intelligence du score et les préférences corporelles.
Voilà, je pense qu'il y a à creuser, même si Action Time, ça existe quand même depuis... ça reste quand même les précurseurs des préférences motrices. Donc ça, c'est assez à part, mais assez complémentaire. Là, je suis sur tout ce qui concerne, pareil, l'intelligence du corps avec Alain Berthoz. Je pense que ça vaut le coup d'être le sens du mouvement, des choses comme ça. Ça peut être intéressant d'aller creuser, d'aller prendre quelques infos. Et puis après, il y a les éditions 4 la Bible de la préparation physique, la périodisation, ça c'est 2 bouquins que j'ai appréciés. Et puis après, sur l'isocinétisme, c'est le bouquin vert de Pascal Édouard et de Gache, la Bible de l'isocinétisme. Ça allait encore un peu, c'est mon bouquin de chevet, quoi. Ok. Voilà. Quel a été ton plus grand échec en tant que préparateur physique Mon plus grand échec, j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu énormément. Je ne sais pas si... plus grand échec, je pense que c'est plus de manière assez globale, c'est de ne pas arriver à... alors en tant que préparateur physique, mais surtout en tant que sport scientiste, testeur, c'est que mes bilans et mes conclusions ne soient pas utilisées, soient pas comprises. Voilà. Par les entraîneurs, alors soit éventuellement comprises, mais au final pas utilisées. Ouais. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le plus gros des échecs. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai compris que ça se construisait avec les entraîneurs et avec directement, et qu'il ne faut pas juste se positionner comme un intervenant à un instant T, début de saison, puis après on ne voit plus personne toute l'année, mais essayer de maintenir, même si les personnes, les clubs nous passent une commande dans l'année à un instant T, bon, il faut quand même assurer un suivi et garder ce lien. Voilà, c'est pour ça que moi je propose souvent de faire partie un peu des cellules staff, déjà parce que ça m'intéresse, et puis j'aime voir la vie des clubs de l'intérieur, je pense que c'est toujours intéressant. Et derrière, du coup, ça permet d'amener, des fois, de faire émerger des choses auxquelles on n'avait pas pensé, quoi. Ok. Voilà. Il reste 2 questions. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur ? Tu finis par ça, c'est compliqué. Non, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est un état d'esprit. Alors, déjà, un bon entraîneur, forcément, il a le souci de l'autre. Au départ, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a la gagne. Mais en fait, je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un qui veut amener, déjà qui a la passion de son sport, et qui veut amener les joueurs, les athlètes et autres à leur meilleur potentiel. Voilà. Donc, meilleur potentiel, ça peut être juste un joueur de région, enfin juste ou même du département, mais ça peut être quelqu'un beaucoup plus haut. Voilà. Et s'il arrive à ça, c'est-à-dire qu'il considère, en fait, il entraîne avec une notion d'altérité. C'est-à-dire qu'il considère tous les athlètes avec leur propre potentiel, donc du coup, on va dire, ils sont presque au même niveau si ils utilisent un maximum de leurs ressources pour un résultat donné. Voilà. Donc qu'on soit finalement champion du monde ou champion départemental, à partir du moment où on est un sportif qui s'est donné, je pense que où l'entraîneur a donné le meilleur pour les deux, ça reste un bon entraîneur, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, mais voilà. Ça va très bien. Et est-ce que tu as un mot de la fin ? Mot de la fin, c'est te remercier avant tout. Voilà, j'ai trouvé la discussion super sympathique, très intéressante. Finalement, pas de coutume, parce que c'est vrai dans nos métiers, même si on travaille de manière pluridisciplinaire, on parle très peu de soi et de ce qu'on fait, et de la manière dont on ressent aussi les choses, dont on les appréhende. Donc je trouve que l'échange est très très intéressant. Si ça peut apporter à d'autres aussi, en tout cas moi ça m'apporte, et ça m'a bien plu. Je te remercie. C'est moi qui te remercie, Raphaël, et à très bientôt. À bientôt.